Bonjour à tous et bienvenue. Dernier rendez-vous de la matinale de cette semaine. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2014 et petit à petit, les jours s'égrènent. L'année tire vers sa fin. Nous espérons que cette fin d'année se présume ou en tout cas se présage bien pour vous. Restez avec nous jusqu'à 8 h au menu ce matin. Il y aura de la culture avec Lucille. Elle nous emmène dans l'univers du cinéma. Nous irons également avec elle découvrir le festival Forme et Rythme du Monde de Toubab Dialao. Il y aura des bandes d'annonces du cinéma et puis elle recevra deux invités ce matin, Bakagnan, et à venir également un autre invité surprise dont on vous dévoilera le nom beaucoup plus tard. Il y aura également comme invité sur ce plateau ce matin, Monsieur Eladj Abdul Karim Seck, c'est le président du comité d'organisation de la promotion 72 des anciens enfants de troupe du Prytanée militaire. Et pour démarrer, l'amicale des anciens enfants de troupe promotion 1972 est avec nous. Évidemment, Monsieur Eladj, j'y arrive, je retrouve rapidement. Abdul Karim Seck. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Terre. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Depuis 6h, 6h30. Oui. C'est la rigueur militaire. C'est la rigueur militaire, vous savez, on a été éduqués ainsi. Et on sent tout de suite la différence. Voilà. Merci d'être venu nous voir pour nous parler de cette grande conférence que vous organisez. Oui, la conférence porte sur le numérique, l'innovation et le développement en Afrique. De l'Afrique, tout à fait. Et qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous visez en organisant cette conférence? En fait, nous voulons contribuer à la réflexion qui se fait sur les grands enjeux et les défis de l'émergence, notamment au Sénégal, mais aussi en Afrique. Et nous offrons ainsi à travers cette grande conférence une plateforme de réflexion et d'échange sur cette thématique, qui est donc le numérique, l'innovation et le développement de l'Afrique. Mais qu'est-ce que vous a poussé, vous, en tant que promotion, 72 ans de Prytanée militaire, d'organiser cette rencontre? Ce qui nous a impulsé, effectivement, c'est en fait depuis 2012. Depuis 2012, il y a 2 ans, il y a quelqu'un parmi nous qui est en Nouvelle-Calédonie, un professeur d'université qui est spécialisé en médecine, qui a vraiment organisé nos retrouvailles. Et nous avons célébré les 40 ans de notre entrée au Prytanée militaire de Saint-Louis en 2012, décembre 2012. Et depuis lors, on a trouvé qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose parce que nous étions une belle bande d'amis, de copains, d'enfance en fait depuis l'âge de 12 ans on est ensemble. Bon, et donc on a voulu contribuer, n'est-ce pas, pour faire avancer le pays. Et c'est à travers cette série de conférences, de grandes conférences, que nous voulons commencer justement, mais aussi on va continuer dans l'humanitaire et dans d'autres secteurs. La conférence de ce samedi marque le lancement d'une série de rencontres. Parlez-nous de la périodicité et vous envisagez combien de conférences par an? Au moins 2. Peut-être si on y arrive, parce que quand même ce sont de très grandes conférences, on ne veut pas faire vraiment dans la médiocrité, bien entendu. On aimerait vraiment que ce soit des conférences de très grand niveau et qui contribuent et qui feraient contribuer également beaucoup de gens de hautes sphères, aussi bien politique, économique que sociale. Alors le thème c'est le numérique, l'innovation et le développement de l'Afrique. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique le choix de ce thème? Bien, alors ce thème, d'abord, il sera traité par un très grand expert en numérique et en innovation qui a été cadre dirigeant de Sonatel pendant plus de 30 ans, enfin également à la BCAO, donc au moins les 20 ans il les a passés à la Sonatel, et également qui récemment, il a pris sa pré-retraite, disons, mais il était le directeur général. Le directeur général du Technopôle Africa de Orange à Abidjan. Et donc nous avons proposé à nos membres, ceux qui voulaient proposer des thèmes en fait. Bon. Et là on a sélectionné et c'est tombé sur lui. Alors ce thème il est extrêmement important, vital pour l'Afrique actuellement. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on rate tous les trains du développement. Et celui-là, on peut le rattraper, on peut le prendre en même temps que les pays développés. Vous voulez dire par là que le développement de l'Afrique passe forcément par le numérique? Madame, forcément. Vous savez, le numérique, il a bouleversé toutes nos habitudes, n'est-ce pas? Le numérique est entré par effraction dans nos vies. Il a tout changé. Il a changé toutes les règles du jeu, dans tous les secteurs. Donc nos manières de vivre, nos manières de consommer, de travailler, de nous divertir, et même d'être au monde simplement. Et de ce fait, nous pensons qu'aujourd'hui, le numérique, il est
il occupe une place de choix dans nos vies. Quel est le link entre numérique, innovation et développement? Alors, donc le numérique, je disais, bon, il ne faudrait pas que je vous fasse la conférence avant l'heure. Juste en avant-goût. Oui, bon, mais il faut, voilà, c'est à lui de faire la conférence. Bien, mais d'après le briefing que j'ai eu avec lui, justement, en fait, le numérique, il permet, il facilite, hein, n'est-ce pas, puisqu'il est ouverture et diversité, il facilite la, disons, l'utilisation de l'intelligence collective des Africains, pour ce qui est de notre cas, et de ce fait, également, il permet, c'est un accélérateur, un facilitateur et un accélérateur d'innovation. Parce que c'est quoi l'innovation, en fait? C'est une idée qu'un corps social a adoptée. C'est également une invention qui a trouvé un marché. C'est un nouveau produit qui a trouvé un marché. C'est quoi? C'est une idée, j'ai dit, une idée simplement adoptée par un corps social. Ça peut être une idée politique, ça peut être une idée économique, une idée sociale. Ça peut être émis par un parti politique, un politicien, pourquoi pas. Et donc l'innovation, c'est tout ce qui est une invention, une idée, un nouveau produit qu'un corps social ou bien un marché ou bien des clients ont adopté, n'est-ce pas? C'est ça en fait l'innovation. Et de ce fait, lorsque vous prenez les possibilités que nous offre le numérique, de par son ouverture, sa diversité, sa facilité à utiliser l'intelligence collective, parce que tout le monde a droit au numérique, tout le monde y a accès. De ce fait, ça permet d'utiliser l'intelligence de tout le monde. Et alors, si vous prenez toutes les possibilités que nous offre le numérique, vous y mêlez une bonne dose d'esprit d'innovation, eh bien c'est un moteur puissant pour le développement de l'Afrique. Oui, oui, j'allais juste vous demander quelle est la cible de cette conférence, à qui est-ce que cette conférence voilà, donc vous voyez, tout à fait, elle est destinée à tout le monde. C'est dommage que peut-être la langue puisse être une barrière. Il y a toujours la barrière linguistique pour certains, peut-être qui vont penser que bon, puisqu'ils ne comprennent pas le français, ce sera difficile pour eux. Mais c'est une conférence qui s'ouvre à tout le monde. L'innovation, ça concerne le Sénégalais moyen, c'est le Sénégalais de tous les jours, du quotidien. Vous voyez nos bonnes dames qui utilisent je ne sais pas, je ne veux pas parler d'un produit bien précis, bien spécifique, mais même ceux qui ne comprennent pas le français aujourd'hui utilisent des produits innovants. Et donc ça concerne tout le monde. Donc c'est une manière de dire que le numérique est ouverture et diversité. Et du coup, la conférence est ouverte à tout le monde. À tout le monde. Pas seulement à la promotion 72. Ah non, pas du tout. La promotion 72 n'en est que l'initiatrice. Mais en fait, c'est une conférence ouverte à tout le monde. Nous demandons à tout le monde de venir y participer, et même ceux qui ne comprennent pas français, parce que je pense quand même qu'ils auront à se faire traduire de l'intelligence collective. Voilà, c'est pour utiliser en fait l'intelligence collective et comment dire, faire un linkage, comme vous m'aviez dit tout à l'heure, avec l'esprit d'initiative. Et c'est ça qui sera le moteur, le puissant moteur de développement de nos pays, parce que on a raté presque tout, quoi. Hein? Mais ce train-là, il ne faut pas qu'on le rate. Faut pas qu'on le rate. Et nos dirigeants le savent. Ils le savent. C'est pourquoi vous êtes mobilisés. Alors, on se mobilise pour ça. On va se mobiliser pour d'autres choses aussi également. Il y aura d'autres thèmes de conférences, il y aura d'autres actions humanitaires, etc. Mais celui-là, il ne faut pas qu'on le rate. Mais la dernière question, qu'est-ce qui explique cet engagement de l'amicale des anciens enfants de troupe que vous êtes, on vous connaissait dans le domaine du sport avec les randonnées annuelles que vous avez eu à organiser. Mais qu'est-ce qui explique cet engagement dans le cadre du développement de l'Afrique? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous voulons participer. C'est comme un sursaut. Mettre notre pierre dans l'édifice global. Qui est en fait... Vous avez senti que le moment est venu... les enjeux du développement de l'Afrique. Du Sénégal, bien sûr d'abord, mais aussi de l'Afrique. Et ça, il faut qu'on contribue. Alors, l'amicale, c'est certes le corps, disons, contenant de la promotion 112. Mais nous avons initié cela. Seulement, c'est dans le cadre, justement, sous le joug de l'amicale des anciens enfants troupes avec le président Abdou Niang, qui nous a vraiment épaulés, nous le saluons au passage, et toute l'amicale, également tout le bureau. Franchement, c'est une coopération en quelque sorte très bonne. à votre pays ce qu'il vous a donné.
Tout à fait, parce que nous lui devons beaucoup de choses, vous savez. La formation, ça n'a pas de prix. Et notre devise, c'est savoir pour mieux servir. Merci beaucoup, Monsieur Elhadji Abdulkarim Seck. Vous êtes le président du comité d'organisation de cette conférence qui est organisée par la promotion 72 des anciens enfants de troupes du Britannique militaire. C'est demain la conférence. C'est demain à 9h. Mais vraiment, on aimerait que les gens respectent l'heure de démarrage. Parce qu'il y aura des ministres, il y aura des officiers supérieurs de l'armée, il y aura beaucoup de gens. Fait ce matin. Voilà, comme je l'ai fait ce matin. C'est au grand amphithéâtre. Et nous invitons tout le monde. Les AET se forcer. C'est forcé, c'est même pas une invitation, c'est une convocation. Bon, est-ce que vous avez une grande salle pour contenir ces personnes? Oui, c'est assez. Ah oui, c'est 1200 personnes. Et c'est le plus grand amphithéâtre, un des plus grands en tout cas au Sénégal, et où, bon, c'est un vieux souvenir pas très beau à rappeler, M. Sarkozy avait fait son fameux discours. C'est au grand amphithéâtre de l'UCAD 2, demain samedi, à partir de 9h. Merci beaucoup. Le thème, vous y allez directement en passant par la cité universitaire, c'est la voie la plus royale, la plus directe. L'Afrique, merci à tous les deux. On passe maintenant à la chronique enfance. Merci beaucoup, je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mes chers camarades, anciens enfants de troupe, chers amis de l'université, je suis ici dans mon royaume, chez moi, à l'université, et donc vous pouvez imaginer le véritable bonheur que j'ai de pouvoir participer à une telle conférence. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps à présenter le conférencier. Samba Sen est connu dans notre secteur d'abord à l'école, comme on dit, comme brillantissime. Il l'a montré dans son parcours professionnel dans le domaine des technologies à la Sonatel. Ses collègues de la Sonatel sont là. Il a aujourd'hui pris le parti de continuer, j'allais dire, son œuvre de participation à travers les nouvelles technologies pour le développement de l'Afrique. Parce qu'il n'est pas qu'au Sénégal, il vient récemment de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est de là-bas d'ailleurs que véritablement s'est cristallisé dans sa tête cette idée qu'il a toujours eue de pouvoir fonder une structure qui lui permettra d'agir de façon concrète pour faire évoluer les choses et ses propres idées qu'il ne pouvait peut-être pas totalement d'ailleurs exprimer parce qu'avare de parole et homme d'honneur dans les structures dans lesquelles ils exerçaient, respectant ainsi les principes de déontologie qui généralement sont de mise dans ces environnements-là. Aujourd'hui, c'est devenu un homme libre, hein, je prends le parti de le dire, et donc vous allez l'entendre. Je suis donc très heureux d'ouvrir cette, disons, de présenter Samba Sen et de commencer à entrer dans le vif du sujet, surtout que, avant qu'il n'intervienne, c'est le CETIC qui va, je crois, intervenir, n'est-ce pas? Et le CETIC, c'est aujourd'hui une des réalisations du Sénégal. Donc c'est un incubateur d'entreprises dans le domaine d'éthique qui est quelque chose de tout à fait spécifique. Je crois que ce qui va être présenté et ce que nous entendrons par la suite montreront à souhait combien ce type de démarche peut changer radicalement les choses et accélérer les choses dans le développement de nouvelles technologies. Je ne vais pas non plus déflorer l'essentiel et le contenu, le fond de l'intervention de Samba Sen, mais je ne peux pas m'empêcher de dire deux mots sur ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on est les acteurs de la révolution et de la transformation de la société. On a connu les révolutions industrielles.
Aujourd'hui, on est là dans la révolution du numérique, la révolution qui accompagne l'accès au savoir. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a été extrêmement précis, d'ailleurs dans ce qu'il a dit, pour montrer où se situe aujourd'hui l'enjeu en termes de, j'allais dire, de développement futur, de développement durable tout court. Je ne vais pas non plus déflorer l'essentiel et le contenu, le fond de l'intervention de Samba Sène, mais je ne peux pas m'empêcher de dire deux mots sur ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on est les acteurs de la révolution et de la transformation de la société. On a connu les révolutions industrielles. Aujourd'hui, on est là dans la révolution du numérique, la révolution qui accompagne l'accès au savoir. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a été extrêmement précis, d'ailleurs dans ce qu'il a dit, pour montrer où se situe aujourd'hui l'enjeu en termes de, j'allais dire, de développement futur, de développement durable tout court. Juste pour dire que dans cette révolution, il y a un terme nouveau que vous allez commencer à entendre, ou certains connaissent déjà, c'est ce qu'on appelle la mobiquité. Deux mots, c'est l'association, la convergence entre le mobile, on y reviendra, et l'ubiquité, qui est un attribut divin, de pouvoir être partout en même temps. Les nouvelles technologies et leur évolution donnent aujourd'hui ces deux dimensions. D'un côté, l'instrument technologique le mieux partagé dans le monde, c'est le mobile. Il y a plus de téléphones mobiles que d'êtres humains. Je crois que le chiffre est de l'ordre de 3 fois plus. Aujourd'hui, c'est un instrument qui nous accompagne, mais qui ira de plus en plus loin. 2 points juste pour l'illustrer. Le téléphone servait pour la voix. Donc l'ouïe, un des sens, un des 5 sens. Après, le téléphone a servi à la vue, le 2e sens. On peut lire, on peut regarder même maintenant des films. Bon, mais après, il y a le 3e sens, c'est le toucher. Vous allez voir que dans les mois et années à venir, c'est l'acte de toucher qui va faire la transaction. On va toucher quelque chose, on va toucher un autre téléphone et on transférera l'argent d'un point à un autre. Et il restera l'odorat qui commence. Mais ce qui est certain par contre, c'est qu'il y a des instruments technologiques qui commencent à entrer maintenant à l'intérieur du corps humain. On en parlera tout à l'heure. Donc, d'un côté, un instrument technologique qui entre dans l'humain et lui permet de s'exprimer. Serigne Mbaye Thiam a dit, on va produire maintenant, c'est ça qui va permettre de produire, on y reviendra. De l'autre côté, l'ubiquité, c'est l'Internet, le véhicule, ce fameux véhicule qui permet d'accéder à tout, d'être partout, de pouvoir tout produire, etc. etc. Et c'est là vraiment la convergence de ces deux qui fait qu'aujourd'hui, la révolution du numérique va nous installer dans de nouveaux paradigmes que personne aujourd'hui ne maîtrise totalement. Mais je pense que notre réflexion et nos discussions, et surtout les précisions et exemples certainement très éloquents qui sont apportés par les conférenciers, nous donnera déjà le goût de la chose. Pour terminer, lorsque Serigne Mbaye Thiam parlait, il a parlé plusieurs fois dans tous les sens de numérique, d'innovation et de développement. Bon, on synthétise ça par le mot NI, le nid. Le nid, c'est cet endroit douillet que nous devons construire pour notre épanouissement. Voilà, donc vraiment la voie est ouverte. On va écouter Samba Sène qui va certainement nous ouvrir les yeux. Merci l'ancien pour cette intervention succincte et brillante. Yann Lebeu du CETIC Dakar. Merci. Merci. Monsieur le ministre, messieurs les représentants de l'amicale des anciens enfants de troupe, messieurs les anciens enfants de troupe,
Samba, Tidiane, messieurs les invités, bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à m'excuser au nom de ma directrice générale, Regina Mbodj, qui a dû s'absenter aujourd'hui pour des raisons de santé. On espère un rétablissement très rapide. Je tiens également à vous dire à quel point je suis honoré d'être ici, à titre bien sûr de CETIC Dakar, parce qu'on pense qu'on est juste en train de bâtir un modèle. On est tout petit, malgré les éloges des gens qui ont parlé avant nous. On est tout petit, mais on pense que le modèle qu'on est en train de bâtir est pertinent. Et je pense que c'est intéressant de le partager. Alors je vais essayer d'être très bref dans mon intervention. D'une, parce que je sais que les personnes qu'il y a derrière moi sont beaucoup plus pertinentes que moi, parce que moi ça fait que 3 ans que je suis ici au Sénégal et je commence tout juste à comprendre certaines choses. Et de 2, je sais aussi que Samba est un grand bavard, donc il aura beaucoup plus de choses à parler. En tout cas, vraiment, c'est un grand plaisir d'être ici. À titre personnel aussi, je me rappelle les discussions intéressantes que j'avais avec les membres de ma famille, car peut-être la moitié des hommes dans ma famille sont des officiers de l'armée. Et je me rappelle toujours les discussions intéressantes sur l'innovation et l'entrepreneuriat qu'on pouvait avoir, ou les incompréhensions aussi qu'on pouvait partager. Et donc je suis ravi que maintenant on soit là pour pouvoir partager sur ces sujets qui sont bien sûr importants pour tous les pays du monde, mais je pense également que ici on a des opportunités énormes à saisir quand on parle de numérique, d'innovation et bien sûr de développement en général. Donc je vais très humblement vous présenter ce qu'est CETIC Dakar, qui est d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une association de droit non commercial sénégalaise qui est issue d'un partenariat public-privé sénégalais. Alors c'est pour ça que je suis là en train de prendre la parole, mais je suis le seul étranger dans cette équipe. Il y a bien sûr des partenaires au développement dans l'organisation de CETIC Dakar, mais ils ne sont pas dans le comité de gestion. Tout ça pour dire que si on veut essayer de prendre un petit peu de recul et de conceptualiser sur ce qu'est CETIC Dakar, c'est pour moi juste un très bon modèle de développement où des bailleurs internationaux injectent des financements, des ressources, pour pouvoir faire émerger un modèle qui après est viable sur le long terme par les ressources générées via nos entreprises, je vous expliquerai un petit peu le modèle après qu'on a, mais également via des partenaires locaux. Et ça, je pense que c'est très rare. Des incubateurs comme CETIC Dakar, on est toujours le premier en Afrique francophone. Le Niger a été lancé récemment sur un modèle similaire et c'est très bien. Et il y a d'autres exemples, mais des incubateurs de cette taille qui peuvent accompagner peut-être une vingtaine d'entreprises par an comme on le fait, il n'y en a pas encore assez. Il y en a quelques-uns en Afrique anglophone, ils sont purement privés, on va dire. C'est des riches, des investisseurs qui investissent eux-mêmes leur argent. Mais je pense, en tout cas, et je pense que la conviction de CETIC Dakar, que ce qui marche et ce qui est pertinent, en tout cas dans nos pays ici, ce sont les modèles publics-privés. D'accord ? En quelque sorte, on n'a pas encore la taille de marché suffisante pour avoir des modèles 100% privés d'incubateurs, mais par contre, le public également peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que je suis ravi de retrouver nos amis du secteur public, comme les amis du secteur privé ici aujourd'hui. Alors, avant de rentrer peut-être dans les détails, vous dire d'abord ce que c'est qu'un incubateur. Bien sûr, la définition change selon tous les pays du monde, mais nous, comme on le voit ici, c'est tout simplement une grande maison dans laquelle on accueille des entrepreneurs. Nous, on est exclusivement basé sur les TIC, mais vous pouvez très bien avoir des incubateurs dans tous les domaines. Nous, on pense que c'est pertinent d'en avoir un qui est spécialement sur le secteur des technologies de l'information et de la communication. Et bien sûr, après, donc, on accueille des entreprises dans nos locaux, en leur mettant à disposition des ressources en commun, donc ce qui coûte moins cher d'une certaine manière, mais également on fournit tout un service d'accompagnement pour leur permettre de grandir. Une particularité de CETIC Dakar, c'est ce que vous voyez en haut à droite, c'est le modèle entrepreneur et innovant. J'ai dit qu'on est accompagné par des bailleurs, donc c'est très bien, par le gouvernement également, et c'est très bien, mais par contre on cherche à être financièrement viable. Et comment on le fait? Majoritairement via la croissance de nos entreprises. Les entrepreneurs qu'on accompagne ne sont pas des gens qu'on aide. Ce sont des gens qui nous payent pour le service qu'on fournit. Et ça, je pense, c'est très important quand on parle de développement, d'entrepreneuriat ou d'innovation. Vous pourrez suivre d'ailleurs récemment, il y a énormément de débats sur la sphère technologique du Kenya, qui est majoritairement financée par des bailleurs étrangers. Et c'est très bien, ça permet à des startups de voir le jour, des startups étant des jeunes entreprises innovantes, mais ça crée également des problèmes en termes de qui sont les réels clients de ces entreprises. Si finalement les entreprises sont financées par des partenaires au développement, elles ont tendance à oublier leurs clients. Et les organisations, c'est pareil. Nous, on n'a pas envie d'oublier nos clients, qui sont les entreprises.
Donc on fait en sorte qu'elle nous paye, et c'est la manière la plus pertinente de se développer, d'être déjà financièrement, mais également d'augmenter notre qualité de service. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, c'est un partenariat public-privé qui est dirigé par l'organisation des professionnels des TIC, qui est rattachée au patronat ici au Sénégal, mais qui également comporte dans son comité de gestion 21 membres, dont les universités, dont l'enseignement supérieur, les chambres de commerce et les agences de régulation ou de l'informatique de l'État. Et plein d'autres, d'accord. Contexte et environnement, ça je pense que Samba va largement revenir dessus, et Tidiane également, vous le connaissez mieux que moi, mais en gros, pourquoi c'est pertinent de faire des technologies, des jeunes entreprises, tout ça au Sénégal? Tout simplement parce que c'est un petit marché, hein, on va pas se le cacher, c'est 13-14 millions d'habitants, mais par contre, c'est un très bon laboratoire. Bien sûr parce qu'on est ici au cœur de l'enseignement supérieur, mais le Sénégal, vis-à-vis de l'Afrique francophone en général, est un véritable pôle d'enseignement. Et quand on parle d'innovation, et vous pouvez regarder tous les modèles ou les clusters d'innovation dans le monde, la base c'est les universités. D'accord, Boston ne serait pas ce que ce serait s'il n'y avait pas eu MIT ou Harvard. Pareil pour la Silicon Valley avec Stanford ou Berkeley. Et on pense qu'ici au Sénégal, c'est un vrai pôle d'éducation à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, donc il faut en profiter. On a la chance d'avoir des infrastructures de qualité. Alors bien sûr, on continue à les critiquer, on continue à critiquer les opérateurs, c'est important pour qu'ils continuent à s'améliorer. Mais quand vous voyagez un petit peu dans d'autres pays d'Afrique, d'une certaine manière, on peut relativiser. Par exemple, il y a un ami en Éthiopie qui me disait qu'il y a toujours l'opérateur national et que pendant 2 ans, ils avaient décidé juste de couper les SMS. Parce que pour éviter les problèmes. Donc pendant 2 ans, personne n'a pu envoyer des SMS. Donc on réalise que parfois on a un peu de chance ici, même si on se plaint toujours du coût d'accès à ces infrastructures de télécommunications. On a beaucoup d'entrepreneurs qui s'agitent dans le secteur et qui font beaucoup de choses et qui font des belles choses maintenant. Et bien sûr la pénétration du mobile et de l'internet qui commence à être intéressant. Alors bien sûr, il y a des défis à relever, c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça on est là pour en discuter. 90% des PME dans le secteur des technologies de l'information et de la communication ne passent pas les 3 ans. Alors c'est une stat qui est toujours contestée, certains disent c'est 80, certains disent c'est 85. Bon, dans tous les cas, ça veut dire que la majorité, ils s'arrêtent. Alors c'est normal parce qu'on parle d'innovation, donc on parle de choses nouvelles, donc on ne peut pas prédire l'avenir. Mais également, je pense qu'il y a matière à faire beaucoup mieux pour permettre à ces entreprises de se développer et de grandir. On pense, en tout cas à CETIC Dakar, que le problème au Sénégal n'est pas la création d'entreprises innovantes, mais la survie et la croissance de ces entreprises innovantes. Alors bien sûr, on parle souvent du problème de financement, et c'est un véritable problème. Il nous faut plus de financement pour la recherche et l'innovation. Par exemple, on parle tout le temps des États-Unis, mais sachez que le gouvernement américain ne met quasiment aucun sou dans l'innovation et dans le développement des entreprises. Le gouvernement américain met l'argent dans les universités pour la recherche. Et c'est de là que finalement, après, émergent des entreprises. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on le fasse beaucoup plus pour permettre à ces entreprises de développer des innovations qui sont pertinentes ici. Sinon, d'une certaine manière, on se contentera de consommer les innovations venues d'ailleurs. Les technologies, c'est un domaine exactement comme un autre. Si on ne développe pas des choses ici localement, on va consommer ce qui vient de l'extérieur. Le capital restera à l'extérieur et ce sera des produits qui ne seront pas adaptés à votre culture, à vos besoins. Donc c'est pour ça que c'est un vrai problème d'indépendance technologique que de développer des entreprises qui sont viables dans ce secteur ici. Et donc voilà, un manque d'accompagnement en général de ces entreprises. C'est pour ça que CETIC Dakar est là. Donc notre vision, c'est tout simplement de faire grandir des PME et de leur donner une vision, un rayonnement au moins sous-régional, mais si possible international. Donc encore une fois, bien sûr, on fait beaucoup de choses pour sensibiliser et accompagner la création d'entreprises, mais on pense que là où on doit surtout agir, c'est dans la croissance de ces entreprises une fois établies pour les aider à être plus innovantes. Comment on le fait? Parce qu'on a différents principes. On travaille beaucoup sur la transparence, on travaille sur le professionnalisme, on travaille sur la qualité, on travaille sur des standards internationaux. Et ce qu'on fait finalement, ça reste de l'incubation ou de l'accélération. Et ça, les termes encore varient. Alors nos missions, bien sûr, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on aime parler dans les universités. C'est pour ça qu'on fait des événements. D'ailleurs, Monsieur le Ministre nous avait accueillis à bras ouverts à Saint-Louis à l'époque où il était avec l'UGB pour faire un événement spécialement pour les entrepreneurs de la région du Nord. On a fait le même à Ziguinchor, on a fait le même à Thiès. On pense que c'est très important d'aller dans toutes les régions du pays pour promouvoir l'entrepreneuriat. Bien sûr, c'est pas en 1 mois, en 2 mois à faire ce genre d'activité qu'on va avoir des entreprises de qualité qui vont rentrer à CETIC Dakar, mais on pense que c'est un engagement sur le long terme qu'on doit faire.
Et c'est un petit peu notre mission publique d'une certaine manière à CETIC Dakar. Après, avec ça, on peut identifier et accompagner des entrepreneurs qu'on juge être à fort potentiel. On leur facilite l'accès au marché, au financement, on les fait grandir. Finalement, on travaille beaucoup sur le réseautage et sur un peu la bonne gouvernance. Le rôle qu'on a au final à CETIC Dakar est presque un rôle de psychologue, à réfléchir, à travailler avec nos entrepreneurs pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent être en confiance et rencontrer les bonnes personnes. Et bien sûr, derrière, c'est construire ces entreprises pour qu'elles deviennent viables. Les produits et services, c'est tout simple, hein, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais en gros, on les accompagne au jour le jour pour trouver des nouveaux clients, pour structurer leur entreprise, pour les aider dans leurs ressources humaines, bien sûr, pour constituer des dossiers de financement et aller voir des investisseurs, mais une fois qu'ils ont des business, comme on dit souvent à CETIC Dakar, on ne fait pas de business plan, on fait des business, et une fois qu'il y a un business qui tourne, on peut éventuellement faire un business plan. Et bien sûr, on a des programmes d'accélération pour les jeunes entrepreneurs. On fait beaucoup d'événements de réseautage. D'ailleurs, c'est vrai, je dois m'excuser au nom de toute la communauté des anciens enfants de troupe ici, parce qu'on a un petit peu piqué leur idée. Là, on fait créer un événement ce soir qui s'appelle les Jambar Tech Awards. Donc on a repris ce concept des Jambar qu'on adapte justement au domaine des technologies. Et donc ce sera un événement qui se passera ce soir au King Fahd Palace. Et d'ailleurs je pense que nos amis seront avec nous pour promouvoir l'innovation, mettre en avant l'innovation, d'une certaine manière un peu les courageux du secteur des technologies ici au Sénégal. Et c'est vrai que c'est un vrai combat. C'est un vrai combat au jour le jour que d'être dans ce secteur. Alors la chaîne de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu des détails, mais globalement, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à avoir des idées. Nous, on accompagne les gens qui sont déjà un petit peu structurés et on les fait grandir. Bien sûr, on structure l'écosystème et ça, c'est très important quand on parle d'innovation, de numérique, tout ça. C'est tout un écosystème à développer. Et c'est le même mot que quand on parle d'écosystème au sens d'environnement, en fait. Quand on parle d'écosystème, c'est pour développer une entreprise technologique, il ne faut pas juste injecter des ressources dans cette entreprise. Il faut l'aider à développer des investisseurs, il faut essayer de travailler avec le gouvernement pour qu'il facilite le cadre, il faut travailler avec les universités pour qu'elles aient des talents à recruter. Donc c'est tout cet environnement, d'une certaine manière que c'est pas forcément le rôle d'un incubateur de le faire, mais on est obligé de le faire pour l'instant, pour que nos entreprises grandissent. Et c'est avec plaisir qu'on le fait. Encore une fois, ce modèle de partenariat public-privé est très important et c'est ce qui fait la clé, je pense, de la réussite de cet incubateur. Ce qui est difficile également à répliquer, parce que tout simplement, si CETIC s'est lancé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des gens, malgré leurs divergences peut-être personnelles ou des différentes divergences de leurs organisations, ont accepté de s'allier pour faire en sorte de bâtir ce modèle. C'est pour ça que vous ne voyez pas encore d'incubateur peut-être de ce type en Côte d'Ivoire, Samba peut-être pourra expliquer, ou également dans d'autres pays, parce que c'est tout simplement difficile de mettre ces gens d'accord. Les entreprises qu'on accompagne, c'est elles qu'on met en avant, vous en connaissez sûrement. En gros, elles font quoi? Surtout du logiciel, des services mobiles, des applications pour les agriculteurs, des applications pour les petits commerçants illettrés, beaucoup de solutions. Donc bien sûr, nous on pense vraiment que les TIC sont qu'un outil pour développer ce pays. Et c'est pour ça qu'on aime les gens. On a une équipe par exemple qui est à Thiès qui développe des logiciels spécialement pour les commerçants de la région de Thiès. Et la plupart de ces commerçants sont illettrés en français. Mais pourtant ils arrivent quand même à utiliser ce logiciel. C'est pour ça quand on parle d'innovation, il faut vraiment réfléchir à pas importer des modèles venus d'ailleurs, mais développer des choses qui sont pertinentes pour les gens qui y a ici. Et toutes ces entreprises développent des choses intéressantes, que ce soit dans la communication en général, que ce soit dans l'e-learning. Nyokobok.com propose un service à la diaspora qui permet d'envoyer de la nourriture, enfin plutôt d'acheter de la nourriture à leur famille ici, une alternative au transfert d'argent. Donc plein de solutions comme ça qui sont très intéressantes pour le développement du pays en général. On ne parle pas nous d'entrepreneuriat social, on pense que toutes ces entreprises, si elles grandissent, auront un fort impact social. On est une petite équipe, on ne va pas détailler, mais on est 8 personnes pour accompagner à peu près une vingtaine d'entreprises. Ça, c'est nos chiffres en 3 années. Alors regardez surtout, on a accompagné peut-être une 50aine d'entreprises en tout, avec un taux de sélection qui est assez faible, parce que finalement on a beaucoup de demandes, mais on est obligé de prendre les meilleurs. Ces entreprises, sur les 3 années d'activité de CETIC, cumulent un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est bien sûr faible, surtout quand on compare à d'autres entreprises, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est la croissance de ce chiffre d'affaires qui est de plus de 250% sur les 3 ans. Et c'est ça qu'on vise finalement. Ça veut dire que avec un petit peu d'accompagnement, ces entreprises peuvent grandir rapidement parce que les besoins du Sénégal, des entreprises, des agriculteurs, du tourisme, ces besoins sont énormes.
Et c'est ça qui est intéressant. Donc bien sûr, on soulève des fonds pour ces entreprises via nos partenaires publics ou privés et on organise des événements. Nos activités phares, je ne vais pas revenir dessus, mais on organise beaucoup d'activités, notamment dans les régions, pour mettre en avant nos entreprises et faire grandir ces entrepreneurs. Et c'est ce que je voulais détailler, c'est notre modèle économique. Donc, comme je dis, un modèle de développement assez original où on injecte l'argent de bailleurs étrangers pour amorcer un cycle. Nous, on se finance majoritairement sur la croissance de nos entreprises. On prend un pourcentage de leur croissance de chiffre d'affaires. Donc, en gros, si elles n'ont pas de croissance de chiffre d'affaires, elles ne nous payent pas. Mais également, à côté, on organise des événements où on fait du conseil à d'autres incubateurs. Par exemple, on avait été payé par Orange pour faire le lancement, le conseil de l'incubateur du Niger. Et donc, c'est ce genre de choses qu'on essaye de faire d'une certaine manière pour arrondir les fins de mois, entre guillemets, en espérant d'avoir suffisamment d'entreprises pour développer un modèle qui sera entièrement viable. En 2013, le modèle était viable à 73%. On vise une viabilité encore d'ici peut-être 2-3 ans, et c'est l'objectif. Donc voilà, on est patient. C'est un modèle, je pense, qui va prendre du temps à construire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, c'est original, et on cherche toujours justement à améliorer ce modèle parce qu'on pense que c'est qu'avec des modèles d'accompagnement des entreprises qu'on pourra vraiment voir les résultats de l'innovation et du numérique ici au Sénégal. Donc c'est nos partenaires, bien sûr vous les connaissez, on ne va pas leur faire plus de promotion que ça. On essaye de travailler avec des partenaires étrangers également, quand ils peuvent avoir une pertinence et une expertise particulière. Donc voilà, pour conclure, je voulais juste montrer ce petit modèle, vraiment très humblement encore une fois, qui permet d'accompagner des entreprises. Et pourquoi je parle tout en entreprise? Parce qu'on ne peut pas parler d'innovation, de numérique, s'il n'y a pas des structures sur lesquelles se reposer pour développer ça. Si on continue de faire appel à des programmes de bailleurs qui vont durer peut-être 2-3 ans pour développer nos solutions ici pour le pays, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se repose sur des entreprises, pour ça qu'il faut qu'on se repose sur des modèles entreprenants et entrepreneuriaux pour accompagner ces entreprises. Et c'est pour ça encore une fois que c'est très humblement un vrai plaisir de partager avec vous et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci encore à tous pour l'invitation et à bientôt. Merci. Bien. Monsieur le ministre, cher Mary Teuw Niane, mesdames, messieurs, chers amis, chers frères, chers camarades, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Heureux à double titre. Heureux parce que je vais vous entretenir d'un thème que je pense être important et qui surtout me passionne. Parce que j'ai 3 passions. Parmi mes passions, en tout cas il y en a 3, qui structurent un peu mon activité professionnelle et mon activité de citoyen. C'est le numérique dans lequel je baigne depuis une trentaine d'années, ça ne s'appelait pas comme ça avant, l'innovation que j'ai rencontrée vers la fin de ma carrière et qui m'a fait beaucoup réfléchir, et évidemment le développement de l'Afrique, qui est, je pense, une tâche immense pour nous tous et à laquelle nous devons nous atteler. Si j'ai fait, je voudrais quand même saluer tous ceux qui sont là et en particulier nos amis transporteurs pour qui j'ai une affection particulière parce que mon père était transporteur, c'est un vieux transporteur maintenant, à la retraite depuis longtemps, mais il était des vôtres et j'ai fréquenter votre milieu. Donc si j'ai fait venir le CETIC, parce que je pense que c'est une initiative extrêmement importante qu'il faut multiplier. Le ministre Mary Teuw Niane a parlé des ZENO, des ISEP, des universités, je pense partout. Si on veut vraiment arriver à développer l'Afrique, il faut que partout ce genre de structure foisonne. Que c'est dans le foisonnement des idées, dans le partage des idées, que naîtront les usages, les entreprises, les pépites de demain. Des entreprises qui peut-être seront des champions, non seulement africains, mais mondiaux. Parce que tout cela est à notre portée. Grâce au numérique, grâce à l'esprit d'innovation. Alors, je pense qu'il y a un domaine
dans lequel nous devrions innover, absolument. C'est la gestion du temps. Vous voyez, on était censé commencer à 9 h. Je pense que je suis en train de prendre la parole, on n'est pas loin de midi. Donc je pense qu'on va trouver des solutions dans la réflexion collective, dans le partage de nos idées pour arriver à innover dans ce domaine-là. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui tourne autour du numérique, de l'innovation et du développement de l'Afrique. J'ai essayé de faire le lien entre tout ça. Notre camarade Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, en a parlé. Il en a parlé en des mots qui sont très justes. On peut prendre la question dans tous les sens, la tourner dans tous les sens et on aura des relations. Et on aura des corrélations pour parler comme les mathématiciens. Mais avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je vais juste relater quelques événements ou quelques actualités que j'ai rencontrées dans la semaine. En discutant l'autre jour avec Tidjane Seck, il m'a montré un film du président Obama, que d'ailleurs j'avais vu mais que j'avais oublié. Je n'ai pas une très bonne mémoire. Qui invitait les Américains à apprendre à coder. Coder, c'est écrire des programmes informatiques. Tous les Américains. En fait, il les appelle à se plonger dans ce que sera le monde de demain, mais un avenir qui est très proche. Parce que Tidjane Seck a dit tout à l'heure, et ce que le ministre Serigne Mbaye Thiam a dit, nous allons vers ce qu'on appelle la société du savoir, l'économie du savoir. C'est une société, une économie où nous sommes tous potentiellement producteurs. Producteurs de biens, producteurs de services, à partir du petit appareil qu'on a, qui est le mobile. Nous sommes tous potentiels. Et tout le monde peut apprendre à programmer. Parce que programmer va devenir de plus en plus facile. Et ils incitent les Américains, au lieu de jouer avec leur téléphone, d'apprendre à coder et à produire des services. Parce que c'est ça le monde de demain. Et la société du savoir, juste l'économie du savoir, pour en dire un mot, c'est une économie à ressources infinies. Aujourd'hui, on est dans une économie basée sur l'énergie, les matières premières, etc. On parle de croissance de l'Afrique. D'ailleurs, on a une croissance qui n'est pas très bonne. Parce que l'essentiel de la croissance de l'Afrique, c'est des matières premières qu'on exporte, qui vont dans les autres pays, qui nous reviennent beaucoup plus cher. Mais le savoir, c'est quelque chose qu'on peut acquérir. C'est quelque chose qu'on a, pourvu qu'on puisse le valoriser. Et c'est quelque chose d'infini. Savoir est infini. On va se retrouver dans une économie à ressources infinies, où chacun pourra produire. Et chacun pourra valoriser son savoir, valoriser son savoir-faire. Et le message du président Obama aux Américains, c'est cela. Et moi, je suis très content d'avoir entendu ce message-là parce que cela rejoint un des projets que j'aimerais un jour mettre en œuvre au Sénégal et en Afrique. C'est un projet que j'appelle Tous Codeurs. Que tout le monde puisse coder, apprendre à coder et produire des services. Qu'on soit à l'école ou pas, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit homme ou femme, qu'on puisse coder. C'est très important. Demain, ce sera une obligation. Deuxième chose, j'ai eu dans la semaine, en France, toute la controverse autour du service qu'on appelle Uber, qui est né aux États-Unis. C'est un service qui concurrence les taxis. C'est un service basé sur le téléphone mobile et qui permet à des particuliers de louer à des personnes un service de transport. Évidemment, ça concurrence les taxis. Et avec son téléphone, on peut très rapidement géolocaliser une voiture de particulier qui peut vous transporter moins cher qu'un taxi. Ça peut menacer l'activité des transporteurs. Mais il faut s'y préparer, parce que c'est ça le monde de demain. Et en France, les taxis ont fait la grève. Probablement, ce service-là sera interdit à partir de l'année prochaine. Mais en fait, pour moi, je pense que c'est juste un temps, mais il reviendra sous une autre forme. Et il y a beaucoup de services de ce type-là qui se font jour dans l'hôtellerie, dans différents domaines, où de particulier à particulier,
on s'offre des services et qui cassent un peu les modèles existants. Donc c'est très anecdotique, c'est très intéressant parce que c'est de l'innovation numérique qui vient déranger les modèles existants. Un autre sujet, je pense que quelqu'un en a parlé, que j'ai rencontré dans la semaine, je pense dans une émission d'une radio, et dont j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà suivi une vidéo là-dessus. La défaite du cancer. Professeur qui s'appelle Laurent, un docteur qui s'appelle Laurent Alexandre, et qui parle de ces sujets-là, prédit qu'en 2030, le cancer sera vaincu. Grâce aux thérapies géniques, grâce aux puissances des machines qui vont permettre de traiter cette maladie-là, grâce à la compréhension intime qu'on aura des cellules malades, grâce à la puissance des ordinateurs. Le cancer sera vaincu. Il dit autre chose qui peut choquer. Au-delà de la défaite du cancer, il parle de la défaite de la mort. Il parle de la défaite de la mort, il fait des conférences sur le sujet. En tout cas, pas la défaite, mais le recul. J'ai entendu d'ailleurs dans une de ses conférences, il était dans une salle, et il disait que dans la salle où il est convaincu qu'il y a des personnes qui vivront 200 ans. Peut-être qu'il y a ici des gens qui vivront 200 ans. Grâce aux technologies, grâce à la puissance des machines, grâce à un certain nombre de nouvelles technologies, de nouvelles sciences qui sont en train de naître et qui existent déjà, sur lesquelles les gens travaillent dans les laboratoires en Europe, aux États-Unis, en Asie. On a longtemps parlé des NTIC, on parle des TIC, on parle du numérique. Lui, il parle des NBIC. Les nanotechnologies, les sciences de l'infini et les technologies de l'infiniment petit, les biotechnologies, les sciences et les technologies du vivant, l'intelligence artificielle, les systèmes experts qui permettent de comprendre les phénomènes les plus complexes, dont le fonctionnement du cerveau humain, et les sciences cognitives qui sont les sciences du cerveau qui permettent, combinées à l'intelligence artificielle, de créer des robots qui peuvent se comporter presque comme des humains. Presque. Il y a danger peut-être. Mais qui peuvent utiliser leur expérience pour réagir. Il y a peut-être danger. Mais alors, moi j'ai pris le parti de parler du numérique en mettant l'accent sur les opportunités. C'est qu'il y a des dangers, il y a des menaces, il y a du cyberterrorisme, il y a des cyberattaques. Il y a un sujet là-dessus d'ailleurs, Corée du Nord, etc., et Sony dont on parle ces jours-ci. Mais j'ai pris le parti de parler des opportunités. C'est un sujet très vaste. On peut en parler pendant des jours, des heures. Parce que simplement, je pense que nous devons saisir, nous, pays africains, nous, Sénégal, nous devons saisir cette opportunité-là. C'est une chance. Cette troisième révolution industrielle est notre chance. C'est la révolution du savoir, c'est la révolution des sciences du savoir, et nous avons notre place dans cette révolution. Donc je parlerai des opportunités parce que je pense que le génie, c'est de savoir saisir les opportunités. Il y aura beaucoup de changements, énormément de changements qui se profilent, qui sont aujourd'hui actuels dans nos vies, mais le changement, c'est normal. Le changement, c'est la vie. Et lorsqu'il arrive des changements, lorsque souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres construisent des moulins à vent. Construisons des moulins à vent. Accompagnons le changement, tirons-en profit. Donc, l'innovation et le numérique, je reviendrai là-dessus. Quelle est la relation? Qui impacte quoi?
etc. et en quoi ça impacte le développement de l'Afrique. Rapidement sur la numérisation de l'information, parce qu'à la base du numérique, c'est la numérisation de l'information. Et ça, on le doit encore aux mathématiciens. Shannon, je rends hommage aux mathématiciens, parce que je pense que les mathématiques, c'est essentiel. Je discute beaucoup avec mon frère Abdou des mathématiques, et je pense que c'est essentiel. Et il m'a envoyé quelques documents qui montrent que le niveau de croissance d'un pays est très fortement corrélé au nombre de mathématiciens. Bon, les mathématiciens qui l'ont démontré, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est certainement corrélé aussi au nombre d'informaticiens. D'ailleurs, les informaticiens mathématiciens sont les meilleurs informaticiens. Parce que si les gens qui ont créé Google ont pu le créer et avoir autant de succès, c'est parce que simplement, ils avaient une base mathématique très forte. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Pour bien programmer des choses qui ont de la valeur, la base mathématique est très importante. Donc, point de départ, la numérisation de l'information. Sous toutes ses formes, que ce soit du texte, de l'image, du son, etc., faire de telle sorte que l'information qu'on a puisse être traitée par les ordinateurs. Ça, c'est la base du numérique. La deuxième chose sur le numérique qu'on peut dire, c'est l'échange de cette information-là, la possibilité d'échanger cette information-là entre les machines. La possibilité de la traiter, de l'échanger entre les machines. Ça, c'est ce que nous a apporté l'Internet et les réseaux de télécommunications. On numérise l'information, on a la capacité de la traiter avec les machines informatiques, on a la capacité de l'échanger entre individus, entre machines. C'est ça qui fait le numérique. Donc le numérique, c'est l'ensemble des services, des usages, des activités qui ont été rendus possibles par la numérisation de l'information, par son accessibilité, par la possibilité de l'échanger et par la possibilité de stocker et de traiter cette information. J'ai cherché plein de définitions, je me suis construit une définition. Quand je cherche des définitions et que je trouve des choses un peu trop compliquées, j'essaie de me construire ma propre définition. C'est cela le numérique. Et il y a quelqu'un qui compte dans le domaine du numérique qui a dit une chose qui est très juste. Il dit qu'un chiffre sur une feuille de papier, c'est une impasse. Un chiffre sur un support numérique est le début d'un efficace processus de pensée et d'action. Une information non numérisée, c'est une impasse. Vous avez une information non numérisée, vous l'avez sur du papier, sur un autre type de support, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Mais si vous numérisez cette information-là, vous pouvez commencer à la traiter, vous pouvez commencer à l'échanger, vous pouvez la stocker pendant des années et des années. Donc, j'ai déjà parlé de ça, je ne reviens pas là-dessus. Un sujet important, j'ai parlé des machines, la capacité de traitement des machines. Vous voyez, on a cet ordinateur-là, qui était l'ordinateur le plus puissant du monde, qu'on appelle le Crayon, qui tenait dans une grande salle. Et on a cet équipement-là qui ressemble à un smartphone d'aujourd'hui. Ça, c'était 1976. Ça, c'est maintenant. Eh bien, le petit équipement est beaucoup plus puissant que le supercalculateur de 1976, pour vous dire. Ça, c'est ce qu'on appelle en informatique, très rapidement, la loi de Moore, qui stipule que la puissance des processeurs, des ordinateurs, pour faire simple, est multipliée par 2, à peu près tous les 18 mois, à prix constant. Et ça, c'est une loi qui s'est vérifiée tout le temps. Et c'est ça qui fait en partie qu'on en est arrivé là. Le numérique, ce sont des activités. Je vous montre un certain nombre d'acteurs du numérique, des opérateurs, des fabricants de matériel, le petit vendeur de cartes, le petit réparateur d'ordinateurs, des sociétés locales, des sociétés mondiales. Le numérique, c'est tout un monde, c'est tout un univers avec plein d'acteurs. Et nous sommes potentiellement tous des acteurs du numérique. Moi, j'ai l'habitude de dire, d'ailleurs,
à chacun son numérique, à chacun ce qu'il fait du numérique. Et demain, chacun sera producteur de services et d'usages numériques. Et donc, d'où il faut qu'on apprenne tous à coder pour être de vrais acteurs du numérique, pour ne pas être complètement largués. Les usages, je pense que Tidiane en a parlé, écouter, parler, faire du SMS, de la vidéo, transmettre de l'argent, etc. Tout ça, ce sont des usages du numérique. Ça, c'est quelque chose, ce qu'on appelle cardiopathe, c'est quelque chose qui est potentiellement innovant. Je dis potentiellement parce que je dirais pourquoi c'est potentiellement, quand je définirai ce qu'est une innovation. Mais c'est un jeune Camerounais qui a développé un équipement sur une tablette qui permet de faire des électrocardiogrammes à distance. Un petit appareil pour faire des électrocardiogrammes à distance. Et l'autre, ça c'est avec un téléphone intelligent, pouvoir diagnostiquer à distance les maladies de l'œil. C'est potentiellement innovant aussi parce que ça ne s'est pas encore complètement diffusé. Et puis autour de la santé, il y a beaucoup de services très intéressants, mais qui ne sont pas encore suffisamment diffusés. Là, vous voyez, ça a été fait l'année dernière, pendant le Ramadan. C'est juste en utilisant du SMS, pouvoir donner des informations utiles aux diabétiques. Utiles pour leur santé, utiles pour le régime qu'ils doivent suivre, parce que la période du Ramadan peut être très dangereuse pour les malades, et en particulier pour les diabétiques. L'autre application, Joby, c'est une application de suivi des femmes et de leurs enfants. De suivi de la santé, de suivi du poids de l'enfant, pour déceler éventuellement des maladies et pouvoir intervenir. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ces outils-là. Il faut juste essayer de le faire, le pousser et essayer de le diffuser. Et cette application-là, je pense que c'est très très important. On a parlé tout à l'heure avec Serigne Mbaye Thiam, et en plus on a 2 ministres qui s'occupent de notre formation, notre éducation. On a parlé d'éducation et je pense que c'est un sujet extrêmement important. Éduquer les gens, c'est essentiel. Quand on dit souvent que la jeunesse est la chance de l'Afrique, est une chance pour l'Afrique, moi je dis non. Je dis non, je vous surprends. Je dis non parce qu'une jeunesse oisive, une jeunesse non éduquée n'est pas une chance. Une jeunesse éduquée, oui. Une jeunesse qui détient du savoir et du savoir-faire, oui, c'est une chance pour l'Afrique. Donc il faut qu'on éduque les jeunes. Et cela commence quand les enfants naissent. Il faut les déclarer. Dans les villes, c'est très simple. Tout le monde est déclaré, il n'y a pas de difficulté. Mais dans les campagnes, les gens n'ont pas la possibilité d'aller à 5 ou 10 km pour déclarer leur enfant. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas déclarés et qui malheureusement, quand arrive le moment d'aller à l'école, ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas de bulletin de naissance. On peut simplement utiliser le téléphone mobile. Une expérience est faite au Sénégal et je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment diffuser, généraliser pour que tous les enfants soient déclarés parce qu'on ne sait pas d'où viendra l'enfant qui deviendra un savant. Et c'est de la perte de laisser des enfants sur le carreau, de ne pas pouvoir les éduquer. Peut-être qu'on a perdu beaucoup de savants à cause de ça. Un certain nombre d'autres initiatives dans le domaine de l'éducation. Ça, j'aurais aimé d'ailleurs que le Serigne Mbaye Thiam soit là parce qu'il y a plein de solutions pour vraiment éduquer massivement les enfants partout grâce aux solutions numériques. Et
utiliser l'enseignement en ligne, des applications pour faire de l'enseignement, c'est devenu quelque chose de presque banal. Il y a des sociétés qui ont déjà fait ça et il y a des Sénégalais qui savent le faire ici. Avoir tout le programme sur un smartphone ou sur une tablette, c'est possible. Et le faire de telle sorte que les enfants puissent apprendre en s'amusant, c'est possible. Et c'est cela qui se fait maintenant dans beaucoup de pays, apprendre en s'amusant, parce que les enfants aiment s'amuser, donc il faut leur amener des raisons d'apprendre. L'école au Sénégal, ça fait partie des incubés du CETIC. C'est une initiative intéressante qui permet de faire des cours en ligne. Il y a des cours de toutes sortes. J'ai vu, je pense que c'est jusqu'en terminale, des cours de maths, de philo, etc. Et voilà, c'est une initiative d'un jeune Sénégalais. Je pense que c'est bon à citer. Et puis, l'université virtuelle. Je pense que c'est un projet, monsieur le ministre, essentiel. Et on est précurseur. Il faut vraiment qu'on le réussisse, parce que c'est essentiel. Que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'éducation, on ne pourra pas continuer, on n'aura pas les moyens de construire en dur, partout. Donc il faudra qu'on amène l'éducation, la santé, dans les endroits où on n'a pas encore construit, où on ne peut pas construire. Je ne dis pas que cela peut remplacer, dans le cas de la santé, que le numérique peut remplacer complètement le médecin ou remplacer le traitement qu'on doit donner, mais ça peut permettre de diagnostiquer, d'anticiper un certain nombre de maladies, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument utiliser massivement. Je pense que le numérique chez nous, ce qui est important là-dedans, c'est l'utilisation massive. Parce que toutes ces choses-là dont je parle existent. On a fait des pilotes, on a fait des projets, mais c'est la généralisation qui souvent pose problème. Et il faut généraliser, il faut avoir la volonté d'y aller massivement pour que cela soit rentable, pour que cela soit un élément du développement de notre pays. Et puis le numérique pour se distraire, avoir sa bibliothèque, avoir sa musique sur un petit appareil qui nous accompagne partout. Ça, ce sont mes appareils d'ailleurs. Je les ai partout. Ça me crée quelques problèmes d'ailleurs avec mon épouse, parce que je suis tout le temps sur ma tablette, de tapoter, de lire, de me connecter. Bon, ça c'est le revers de la médaille. Donc, pour revenir au numérique, je vous laisse lire la définition, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est ma définition du numérique. Définition très large, parce que je n'ai pas trouvé mieux, et j'en ai construite une. Et l'économie numérique dans tout ça, on en parle beaucoup. L'économie numérique, ce sont toutes les activités économiques qui concourent à la production, la commercialisation, la mise à disposition des produits, services et usages du numérique. Je n'ai pas trouvé mieux. Mais ça me permet d'embrasser de façon très large et de façon très globale ce qu'on peut appeler l'économie numérique. Et dans l'économie numérique, pour aller très vite, il y a essentiellement 4 secteurs. Les secteurs qui produisent des services, des technologies de l'information et de la communication, donc les opérateurs, les fabricants, etc. Les entreprises dont l'existence est liée au TIC, au numérique, il y en a beaucoup maintenant qui dominent le monde. Que si le numérique n'existait pas, Google n'aurait pas existé, Facebook n'aurait pas existé, Apple n'aurait pas prospéré, Microsoft n'aurait pas existé. C'est des entreprises du numérique qui sont nées grâce au numérique, grâce aux technologies numériques. C'est ce qu'on appelait avant la nouvelle économie. Et puis il y a toutes les entreprises, les organisations qui sont de grandes utilisatrices du numérique. Mais là, maintenant, c'est presque toutes les entreprises du monde. Et puis les particuliers que nous sommes, qui sommes et les ménages, qui sommes des consommateurs de TIC et demain des producteurs. Le numérique, alors cette image-là, c'est ce qu'on appelle une lame de fond. Je pense que le numérique est vraiment une lame de fond dans le monde d'aujourd'hui. Parce que ça change, ça bouleverse tous les secteurs.
ça bouleverse notre façon de consommer, ça bouleverse notre façon d'apprendre, ça bouleverse notre façon de travailler, ça bouleverse globalement notre façon d'être au monde. Et ces mutations-là sont profondes et induisent des changements tout aussi profonds. Juste quelques chiffres pour fixer les idées. Le numérique représente aujourd'hui 25% de la croissance mondiale. C'est énorme. Donc on ne peut pas être en marge d'un secteur d'activité qui représente 25% de la croissance mondiale. On doit être dedans. On doit être complètement dedans et l'utiliser pour croître davantage, pour aller vers le développement. 3 entreprises du numérique sont parmi les plus grosses capitalisations boursières du monde. Ce n'est pas anodin. Ces entreprises qu'on connaît, c'est Apple, c'est Google, c'est Microsoft. 3 entreprises du numérique sont dans les plus grosses introductions en bourse de l'histoire. Tidjane faudra m'avertir. Il a dit que j'étais bavard, je suis un peu bavard. Je pense d'ailleurs le nombre de mots qu'on dit est une fonction croissante de l'âge. Je pense vraiment que c'est une fonction croissante de l'âge. Et c'est une fonction qui s'accélère à partir d'un certain âge. Parce que je me rends compte que je parle de plus en plus. Quand on me donne la parole, je parle. Et je parle de plus en plus. Donc, c'est vraiment une fonction. Faites l'expert, regardez un peu. C'est une fonction croissante de l'âge. Voilà, les capitalisations, les plus grosses introductions en bourse. Donc Alibaba, c'est quelque chose qui s'est passé récemment. Alibaba, c'est un acteur chinois du e-commerce. Ça montre que les Chinois débarquent. Les Chinois, ils font des choses chez eux, ils font marcher avec le milliard de Chinois, après ils viennent dans le monde. Et Alibaba a été introduit en bourse autour de 25 milliards de dollars. C'est énorme. Et 5 entreprises du numérique sont dans les 10 plus fortes marques mondiales. Parce que les marques se valorisent par ce qu'elles apportent aujourd'hui, mais par l'espoir qu'elles donnent en termes de valeur demain. Donc il y a des entreprises spécialisées dans cela. Et voilà, les marques, c'est Apple, c'est Google, c'est IBM, c'est Microsoft, c'est Samsung. Donc toutes des entreprises que vous connaissez. Google et Apple ont dépassé en termes de valeur de marque Coca-Cola. Coca-Cola, c'est vraiment la marque connue partout de tout temps. Et ces marques-là ont dépassé Coca-Cola. Tidjane a parlé tout à l'heure du mobile. Le mobile, c'est une autre révolution. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Dans le monde, on a 6,9 milliards de mobiles. 6,9 milliards. Ça ne veut pas dire que chaque individu a un mobile, parce qu'il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, d'autres qui en ont peut-être 4. Mais en moyenne, dans le monde, il y a 1,8 mobiles par individu. En Afrique, en moyenne, il y en a 2. Donc, comme disait Tidjane tout à l'heure, c'est un appareil qu'on peut utiliser potentiellement pour tout faire. Moi, je considère le mobile comme une place de service. C'est une place de service. C'est plus un appareil pour téléphoner, envoyer des SMS. C'est une place de service. On peut potentiellement tous créer des services qui passent par le mobile. Et j'ai entendu un bon mot de quelqu'un qui disait que le mobile, c'est la télécommande de la vie. On peut faire beaucoup de choses avec le mobile. Et ça représente en termes d'impact sur l'économie mondiale 3,6% de PIB maintenant et 5,1% plus tard. Et pour l'Afrique subsaharienne, c'est encore plus important en termes d'impact sur l'économie. Plus de 6% du PIB et on a 550 millions de mobiles pour à peu près, je pense, 800 millions d'Africains au sud du Sahara. Très bientôt, on aura autant de mobiles que d'Africains au sud du Sahara. Au Sénégal, c'est très spécial.
le numérique représente 12,6% des recettes fiscales. Ça doit être des chiffres de 2010. Et les revenus représentent 10,8% du PIB. Mais, il y a un mais. Il y a un mais parce que l'essentiel de cette activité-là, c'est le secteur des télécoms. Et dans le secteur des télécoms, c'est évidemment Sonatel. Je pense qu'on est dans un pays, on y reviendra. Si on prend les bonnes décisions, si on a la bonne vision, si on a la bonne stratégie et qu'on met en œuvre les bons plans d'action, on peut très rapidement arriver à 15% du PIB, mais avec un développement des autres activités autour des opérateurs. C'est tout à fait possible. Je pense qu'on est un peu en train de perdre du terrain, de perdre du temps, et ce n'est pas trop tard, il faut qu'on prenne les bonnes mesures. Et un autre phénomène important qui a été modélisé, je pense, par la Banque mondiale, quand on a 10% de mobile, de pénétration du mobile en plus, on gagne 0,6% de PIB. Ça a été démontré, il y a des mathématiciens encore qui ont travaillé là-dessus. Ils sont forts les mathématiciens. Ils modélisent tout. Donc il y a des mathématiciens qui ont travaillé là-dessus et qui ont démontré que sur la base de l'historique, sur la base de données qu'on a collectées dans beaucoup de pays, que quand on augmente la pénétration du mobile de 10%, on gagne 0,6 points de PIB. Et si on prend l'Internet au débit où l'Afrique est très très faible, on gagne 1,4. Donc on doit très rapidement dans nos pays aller à la couverture en Internet au débit au lieu de passer notre temps à nous quereller ou à bavarder sur des sujets qui ne sont pas essentiels. Le numérique impacte aussi la politique. Je ne vous raconte pas l'histoire des élections de 2000 au Sénégal. Je pense que s'il n'y avait pas le téléphone mobile, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Je n'insiste pas là-dessus. Les révolutions, printemps arabe. Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent que ça a été un printemps Facebook, etc. Il ne faut pas exagérer le rôle des technologies, mais ça a eu un impact extrêmement important dans l'accès à l'information, son instantanéité. Si le jeune homme qui s'est immolé, si cette information-là n'avait pas été diffusée, n'avait pas été tweetée, et que le monde entier l'a su, et que tous les Tunisiens l'ont su, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Donc, l'instantanéité de l'information, l'accessibilité de l'information, sa diffusion, ça crée de la transparence. Parce que tout le monde peut avoir accès à l'information et peut réagir à partir de cet accès à l'information. L'élection de Obama, on a beaucoup parlé de son utilisation des outils du numérique, mais c'était vraiment une réalité. Obama a énormément utilisé les outils du numérique et je pense que ça lui a donné un plus par rapport à ses concurrents. Par l'interactivité qu'il avait avec les citoyens, par sa présence, le fait d'utiliser le mobile, en fait, vous donne une forme de don d'ubiquité parce que vous êtes les outils du numérique, vous êtes présents partout en même temps. Et ça vous apporte une certaine proximité et ça vous permet d'avoir de l'influence. Et Obama a réussi, il a gagné quelque part grâce à ça. Parlant du don d'ubiquité, savez-vous que en laboratoire, on a fait des expériences qui permettent à des personnes d'être présents à deux endroits. Présents en même temps à deux endroits différents, en laboratoire. Et ce sera possible demain. Bon, demandez-moi comment. Je vais peut-être réserver la réponse pour la fin, non? Non, en fait, c'est juste l'utilisation de l'hologramme. On peut être ici et avoir son hologramme dans un autre pays qui parle à une autre personne. Et on peut faire mieux. On peut avoir deux hologrammes qui se parlent. On pourra avoir deux hologrammes qui se parlent
dans des langues différentes et qui se comprennent. On pourra. La personne est à Dakar et à Pékin, parle à une personne qui est aux États-Unis et à Pékin, par son hologramme. L'un parle wolof, l'autre parle chinois. Bon, c'est très futuriste. C'est pas pour demain et c'est peut-être pas essentiel pour nous. Alors, Wikileaks, vous en avez entendu parler. Ça a quand même secoué les relations internationales dans le monde. C'est une forme de liberté d'informer qui donne l'accès à l'information, qui permet aux citoyens d'exercer son contrôle. Ces informations qui étaient cachées. Et à partir du moment où elles ont été diffusées, tout le monde a perdu le contrôle. Parce que simplement, les gens de Wikileaks ont été suffisamment malins pour que ces informations-là soient à plusieurs endroits et qu'on ne puisse pas attaquer dans plusieurs machines, qu'on ne peut pas attaquer en même temps. Et donc, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'il est devenu extrêmement difficile de cacher des choses aux citoyens. Il est extrêmement difficile de tricher en paix. C'est extrêmement difficile. Et il y a un exemple qui m'a fait réfléchir, c'est ce qui s'est passé récemment au Burkina. Moi, je pense que si on était dans les années 70, ou même au début des années 80, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça. Parce que l'information ne serait pas diffusée, les gens seraient sortis dans la rue, on les aurait peut-être mitraillés, encadrés, chassés, et puis peut-être 2 mois après, on saurait qu'il y a eu des morts, etc. C'est parce que ça, ce n'est plus possible que les choses se sont passées comme ça. Si c'est dans les années 70, il y a eu plein de révoltes qui ont été cassées, matées, et on en a entendu parler que 2-3 mois après. Donc, les outils du numérique apportent une certaine transparence et permettent aux citoyens de contrôler les gouvernants. Et ça, c'est important. Mais les gouvernants peuvent utiliser aussi les outils du numérique pour dialoguer avec les citoyens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on utilise davantage. Ushaidi, j'en parle rapidement. C'est un système qui est en train de se diffuser dans le monde, qui est en open source, qui est né au Kenya. Ushaidi, ça veut dire témoin en Swahili. Et Ushaidi, c'est un système qui a été mis en place après les événements du Kenya entre 2007 et 2008. Pour que les gens puissent témoigner des violences partout où ça s'est passé. Donc, avec son téléphone mobile, par email, on envoie l'information et cette information-là est tout de suite disponible sur Google Maps. Et on sait là où il y a eu une violence, on sait comptabiliser, on sait traiter cette information-là. Et cette solution-là est en train d'être utilisée partout. Je pense que ça a été utilisé dans les catastrophes naturelles en Haïti pour repérer là où il y avait des gens qui étaient blessés, etc. Donc c'est une solution kenyane qui est puissante et qui est ouverte et qui est en train d'être utilisée dans le monde. Même dans la crise ivoirienne de 2010, les blogueurs n'ont pas utilisé cette solution-là, mais ont été, je dirais, très actifs dans la diffusion des informations sur les violences qui se passaient dans les différents quartiers. Les numériques, donc c'est beaucoup de choses. Ça permet aux citoyens de contrôler davantage les gouvernants. Ça offre des services dont je pense qu'ils sont vraiment infinis. Je pense que la limite de création de services dans le numérique, c'est la limite de notre imagination. Et il y a un certain nombre de tendances qui émergent dans le numérique et qui vont permettre à tout le monde, je pense, de s'exprimer et peut-être à nous, Africains, de nous insérer et de créer de la valeur. L'Internet, simplement, on est très en retard sur l'Internet en Afrique. Très en retard. Et encore plus en retard sur l'Internet au débit. Quand j'entends des débats autour du haut débit, on donne pas de licence, je suis un peu atterré, parce que je pense que l'urgence,
c'est juste de faire de telle sorte que cela se diffuse, que les infrastructures aillent partout dans le pays. Et ça, on le fait en discutant ensemble. Je pense qu'on a tous, quelque part, qu'on soit de l'État, du privé, la société civile, on a tous la volonté de faire avancer notre pays, notre continent. Donc si on se met ensemble pour trouver les meilleures solutions, on les trouvera. Mais on est dans des controverses extraordinaires et qui sont stériles et qui nous retardent. Il n'y a aucune décision au Sénégal sur l'Internet très haut débit. Aucune. On attend. Il y a des tests, des pilotes qui devraient s'arrêter le 31 décembre et on ne sait pas après ce qui va se passer. Qu'est-ce qui empêche de s'asseoir et donner des licences pour que on trouvera les solutions en discutant. Pour que les opérateurs existants ou à venir, j'en sais rien, mais on peut trouver des solutions. Il y a des solutions si on discute pour que ces infrastructures-là, ces services-là, soient partout dans le pays. On sait le faire. Mais on attend, je ne sais pas ce qu'on attend. Et en attendant qu'on attend, il y a des acteurs qui se positionnent, qui font des choses, qui en parlent. Tout le monde en parle d'ailleurs, sauf les Africains. Tout le monde parle de connecter les non connectés, qui sont essentiellement en Afrique, sauf les Africains. Les ballons de Google, les satellites. Je n'entre pas dans les détails, parce que je suis bavard et je risque d'en dire un peu trop. Google a des projets extrêmement importants, extrêmement concrets, pour couvrir les zones non connectées, nos zones, nos pays. Facebook, avec son Internet.org, qui a des partenaires comme Samsung, Nokia, Ericsson, qui aussi cherchent à couvrir les non connectés, à connecter les non connectés. C'est pas de la philanthropie. Parce que ce soit Google ou Facebook, plus il y a de personnes connectées, plus potentiellement ils peuvent gagner de l'argent. Donc ils ont intérêt à connecter le maximum de personnes. Et comme on a fait le plein dans les pays développés, il faut se retourner vers les 3 milliards d'humains qui ne sont pas encore connectés. Et ils le font. Donc ils mettront de l'argent là-dessus. Donc si on ne le fait pas nous-mêmes, ils le feront à notre place. Cette société-là, qui est très avancée, parce qu'elle a lancé O3B. O3B, c'est Other 3 billion. Les 3 milliards à venir. Les 3 milliards d'humains à connecter dans les années à venir. Donc le nom est très explicite. Et eux, ils sont avancés. Ils ont lancé 8 satellites sur 12. Et aujourd'hui, ils sont capables de couvrir 70% de la planète, dont l'Afrique, pour offrir des services haut débit. Donc tout ça, d'ailleurs, dérange les modèles actuels d'opérateurs nationaux. Et c'est des questions sur lesquelles il faut que l'Afrique se positionne. Les autres font à notre place. Après, il faut qu'on ait un avis, il faut qu'on ait une position. Peut-être que le NEPAD pourra le faire. NEPAD. Est-ce que le NEPAD, en tout cas dans ce domaine-là, a fait quelque chose pour vos vies? Est-ce qu'il y a une seule action du NEPAD qui impacte nos vies aujourd'hui? Moi, dans mon domaine, je n'en ai pas vu. Et j'ai rencontré les gens du NEPAD d'ailleurs. J'ai rencontré dans un projet de câble sous-marin des gens qui étaient censés représenter le NEPAD. Je pense, il y a 4 ans, quand j'étais au Niger, j'étais membre du comité directeur du projet ACE. Ils étaient là, membres du comité directeur, et ils étaient censés mettre de l'argent pour le compte d'un certain nombre de pays africains. Donc ils étaient là, c'est des gens qui parlent bien, qui sont grandiloquents, qui parlent de l'Afrique sur un ton très élogieux de ce qu'on va faire, le numérique, etc. Les infrastructures. Mais quand il a fallu payer, le jour où on a dit là, on fait la dernière réunion du comité directeur, ceux qui ne peuvent pas payer ne feront plus partie du projet, là ils n'ont pas payé. Et ils ne sont pas dans le projet. C'est un peu ça le NEPAD. Je suis peut-être un peu dur, mais c'est un peu ma vision de ça. Alors, les opérateurs, c'est la 3G, la 4G. Dans certains pays, on y est allé. Au Sénégal, on traîne.
Parce que la 4G en particulier est en train d'aller très vite. Ça couvre le monde entier. C'est une technologie mature qui permet d'avoir de l'Internet rapide sur son mobile. Et de pouvoir mettre l'Internet rapide partout. Ça a un coût. Il faut définir les conditions. Mais c'est possible. Juste pour vous donner une idée. En 2010, c'était ça la 4G. Cette tache bleue dans le monde. Mais 4 ans après, c'est ça. Donc ça va très vite. Sénégal, on n'est pas encore couvert. On a des pilotes. Et c'est aux autorités de décider de ce qu'on doit faire. Les opérateurs font des pilotes. Les autorités attendent. Monsieur le ministre, je suis désolé de dire ça. Donc, les possibilités sont vraiment infinies et il faut qu'on se positionne pour tirer parti du potentiel des tendances lourdes et émergentes. Ces tendances-là sont prometteuses. Je vais en citer un certain nombre. Je vais aller vite parce que je pense que je suis un peu long. Les objets connectés. 50 milliards d'objets connectés prévus en 2020. Donc il y en aura partout. Il y en aura partout. Et d'ailleurs, il y en a qui prévoient plus de 100 milliards d'objets connectés dans le monde. Donc, c'est potentiellement une industrie naissante qui va énormément peser dans nos vies, dans nos économies. Il faut que l'Afrique se positionne. Pour le moment, l'Afrique ne dit rien. Et je pense que les objets connectés de chez nous, on les créera chez nous. Ce n'est pas les bracelets, les montres, les chaussures connectées, les habits connectés qui vont prospérer en Afrique. C'est autre chose. Mais ça, il faut le créer par une démarche probablement de créativité et d'innovation. 14 000 milliards de dollars. C'est ce que cela va représenter en 2020. Juste pour vous donner une idée. 14 000 milliards, c'est 30 fois le PIB de la CEDEAO. 30 fois. On a notre place à prendre. Alors, ça, c'est des objets connectés, c'est peut-être des gadgets, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui va prospérer en Afrique. C'est à nous de créer nos objets. On parle beaucoup dans le domaine de l'informatique de Big Data. Big Data, ça vient du fait qu'on a un foisonnement d'informations dans les systèmes informatiques. Tout crée de l'information. Facebook crée de l'information, Google crée de l'information, les téléphones mobiles créent de l'information, et cette information-là est utile. Elle peut être traitée et permettre de faire des services. C'est des millions de milliards d'informations qu'on a et desquelles on peut tirer des choses utiles. Et même, les gouvernements ont de l'information. Moi, à chaque fois que je passe à l'aéroport, on prend mes informations, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? On peut la rendre utile. À la mettre à disposition des gens qui développent. Mettre l'information à la disposition. Que les gouvernements détiennent énormément d'informations. Ça, c'est ce qu'on appelle l'open data. Je ne suis pas sûr que j'aurai le temps d'en parler. Au Sénégal, il y a une initiative d'Orange, de Sonatel, pour utiliser les données du mobile pour modéliser quelque chose. Encore des mathématiciens vont travailler là-dessus avec des informaticiens. Mais décidément, les mathématiciens sont partout. Et pour sortir des services dans le domaine du transport, de la santé, l'énergie, sur les statistiques nationales. Parlant des statistiques nationales, je pense à mon ami Dien de l'ANSD, parce que ils ont fait une expérience extrêmement intéressante dans le domaine d'utilisation des outils numériques. Avant, ils sortaient les résultats de l'enquête démographique en 5 ans. On fait l'enquête en 2002, l'information sort en 2007. Totalement obsolète. Totalement obsolète. Mais l'année dernière, en utilisant les outils du numérique, des outils de collecte de données sur des PDA ou des tablettes, des sortes de tablettes, ils ont pu faire leur enquête, enregistrer les données, les traiter et les mettre à disposition en 6 mois. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est une utilisation concrète des outils du numérique et ça fait avancer l'ANSD, ça fait avancer les statistiques nationales. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils font des enquêtes en continu grâce à ces outils-là.
le petit reproche que je leur fais, qu'il y a des solutions locales. Moi, je connais plein de jeunes au Sénégal, petites sociétés qui ont développé des solutions de ce genre-là. Donc, il ne faut pas aller chercher ça ailleurs. C'est ici que ça se passe. L'e-éducation, sujet extrêmement important. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais on estime que dans les années à venir, 180 millions d'enfants auront accès à l'éducation grâce aux outils du numérique. Et que l'enseignement et la formation numérique vont représenter 30% du marché total de l'éducation d'ici 10 ans. J'ai rencontré, parlant de l'éducation, une statistique qui m'a un peu étonné, qui dit, juste pour l'anecdote, les services autour de l'éducation, en termes d'économie, représentent plus que le secteur de l'énergie. Ça m'a beaucoup étonné, cette statistique-là. Mais de l'éducation d'une manière générale. Alors, parlons d'un sujet autour de l'éducation aussi et de l'accès au savoir. Vous avez dû entendre parler des MOOC. Massive Online Open Courses. C'est vraiment l'accès au savoir à travers l'Internet. Et aujourd'hui, gratuitement. On met à disposition des cours, des savoir-faire à travers l'Internet auxquels on peut s'inscrire. Et c'est de vrais cours. Ça a un début, une fin. Et c'est un sujet précis. Et ça, c'est disponible. Donc, l'accès au savoir est possible pour tout le monde. Et sur tous les sujets. Et sur tous les sujets, non. Parce que malheureusement, dans les MOOC, il n'y a pas de contenu africain. Si je veux avoir un cours sur la peinture au temps de la Renaissance, sur l'impressionnisme, etc., tout de suite, je l'ai. Si je veux avoir un cours sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest ou sur l'épopée de Tchaka, je ne l'ai pas. Nous devons créer nos contenus. Personne ne le fera à notre place, c'est à nous de le faire. Et puis il y a plein d'autres sujets. Le cloud, on commence à en parler au Sénégal. C'est l'informatique à distance. Maintenant, dans les sociétés, il y aura de moins en moins d'informatique. L'informatique va être traitée dans des machines éloignées et on accédera à tous ces services, la gestion de sa comptabilité, de ses RH, etc. Il y a un chiffre que j'ai retenu en ce qui concerne le cloud. Il y a une statistique, une prévision qui dit que en 2020, 50% des services informatiques seront en mode service. C'est-à-dire, les informaticiens disent software as a service. Je vais plus avoir des grosses machines informatiques chez moi. Je vais acheter un service. C'est un changement énorme dans le monde. L'e-commerce, où le monde devient le marché. Un sujet important, ce qu'on appelle les Fab Labs. Il y a dans le monde d'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance vers la fabrication. On a fait beaucoup de software. Maintenant, on revient à la fabrication d'objets. Et le numérique facilite cela. Dans ce qu'on appelle des Fab Labs, on peut avoir des machines où chacun peut fabriquer quelque chose. Juste parce qu'on partage les modèles des objets qu'on fabrique et à partir de ces modèles-là, on peut fabriquer des objets chez soi. Je pense que avoir des Fab Labs un peu partout aussi, ça pourra aider. Ça peut permettre de développer l'ingéniosité de nos jeunes, l'ingéniosité de nos artisans. Et on pourra commencer à fabriquer des clous, parce qu'on ne fabrique pas de clous. On pourra commencer à fabriquer des clous et des épingles. La santé, c'est un domaine énorme. Énorme. J'en ai parlé tout à l'heure. L'e-santé, c'est la possibilité de traiter, en tout cas de diagnostiquer des maladies grâce à l'informatique, grâce aussi au téléphone mobile. Et c'est peut-être avec ça qu'on aura la santé pour tous. On n'aura pas des hôpitaux partout, mais on aura des possibilités de diagnostiquer et quelquefois même de traiter. La TNT, on en a beaucoup parlé au Sénégal. La télévision numérique terrestre. C'est juste, technologiquement, c'est très simple. Un canal qui permettait de diffuser
une chaîne de TV va permettre d'en diffuser plusieurs. Donc on peut multiplier les chaînes de TV et permettre à chacun dans son domaine quasiment d'avoir une chaîne de TV. Et au Sénégal, on l'a abordé sous l'angle de la controverse, sous l'angle de la technologie. On a discuté, on s'est écharpé. Alors que la question de fond sur la TNT, c'est de se poser la question de savoir quelle télévision nous voulons. C'était l'occasion de se poser la question de savoir quelle télévision nous voulons pour notre pays. Et créer des chaînes thématiques sur l'éducation, la santé, l'architecture. Créer des chaînes régionales pour préserver les cultures locales, etc. On ne s'est pas posé les bonnes questions. Le problème des contenus locaux, j'en ai beaucoup parlé, des services locaux qu'on doit créer chez nous en permettant à ceux qui savent développer d'être dans les conditions pour développer tout cela. Le mobile money, j'en ai pas beaucoup parlé, oui. Ouais, c'est un sujet énorme, la finance mobile. Le numérique, c'est un champ des possibles qui est infini. Il est vraiment infini. La limite, c'est la limite de notre imagination. Un plan national pour le numérique. C'est tellement important que je pense qu'on devrait avoir un plan national pour le numérique. Ce qui au Sénégal n'existe pas encore. On n'a pas de plan national pour le numérique. Il y a quelques lignes sur le numérique dans le PSE. Quelques lignes. Mais moi, dans tous les autres pays pour lesquels j'ai regardé les plans nationaux de développement, il y a un plan national de développement stratégique et compte tenu de l'importance du numérique et de sa transversalité, on a un plan pour le numérique. Les États-Unis, la Corée, qui est en avance sur tout le monde sur ce sujet-là, l'Europe, Digital Agenda Europe, le plan France numérique, je n'entrerai pas dans le détail des plans, le Kenya qui a son National Broadband Plan, et puis le Rwanda avec son Smart Rwanda. Eux, ils ont décidé d'utiliser massivement le numérique pour développer leur pays. C'est une décision stratégique, mais ils l'ont décidé et ils le font. Je ne vais pas m'attarder sur l'autre slide, mais Rwanda transformer un pays entier via l'usage des TIC. C'est ça la vision. Transformer un pays entier via l'usage des TIC. Et la 4G est lancée déjà au Rwanda, depuis le mois de novembre. C'est lancé. Ils avaient décidé il y a 3 ans, ils l'ont fait, et la décision, c'est de couvrir 95% de la population rwandaise en 3 ans. 2017, 95% de la population sera couverte. Et ils vont utiliser massivement ces outils-là dans l'administration, dans la relation entre l'administration et les administrés, dans l'enseignement, partout. Je n'insiste pas là-dessus. Et il y a des déclarations des ministres rwandais qui montrent cette volonté-là d'y aller et concrètement comment on y va. Je disais tout à l'heure, il y a un champ possible d'opportunités et le génie, c'est vraiment de savoir saisir les opportunités. Parlons maintenant de l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de concret. L'innovation, ce n'est pas de la théorie. L'innovation, c'est des réalisations concrètes qui impactent nos vies. Je pense que le ministre Serigne Mbaye Thiam en a parlé. C'est du concret, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de l'invention. C'est réaliser quelque chose qui impacte les vies. Quelque chose d'impactant qu'on accepte, qu'on adopte. Et je vais vous donner 2 exemples qui m'ont paru vraiment très intéressants. Vous voyez la petite goutte là? Ça doit vous rappeler quelque chose. Prise de sang. Prise de sang. Aujourd'hui, quand on vous fait des prises de sang, c'est plusieurs tubes. Et à chaque fois que vous devez faire des analyses, vous revenez. Il y a quelqu'un, une jeune américaine, qui a réfléchi, qui est quand même dans les biotechnologies, qui a réfléchi à ce sujet-là et qui a utilisé un processus automatisé pour faire les prises de sang juste avec une petite goutte comme ça.
tout étant numérisé, les résultats étant disponibles sur Internet. Et pourquoi je considère que c'est une innovation? Parce que c'est concret et c'est une réussite. Une goutte pour 1000 tests. Après, on ne revient pas tout le temps. On prend une goutte, on peut faire 1000 tests avec cette goutte-là de sang. C'est un domaine, c'est pas... Bon, on a utilisé les technologies numériques, mais l'usage n'est pas tout numérique. Et tout le monde fait des prises de sang, des analyses de sang. Et cette personne-là, c'est la première américaine, femme américaine, à devenir milliardaire à 30 ans. Sa société pèse 9 milliards de dollars aujourd'hui. Un autre sujet, évidemment, le mobile en Afrique, ou le mobile money, quelqu'un me parlait du mobile money, la mobile finance au Kenya. Ça a été fabuleux. Et c'est d'ailleurs l'exemple que tout le monde cite. Il a tellement bien marché que tout le monde en parle. Et juste pour vous donner une idée, l'Afrique est championne du monde du mobile money grâce au Kenya. Si on dit qu'on est champion du monde du mobile money, c'est grâce au Kenya. 30% des transactions financières du Kenya passent par le mobile money. Et 40% de la population utilise ce service-là. C'est vraiment typique d'un produit innovant. Un produit innovant en termes de marketing, mon ami Diouf, en termes de marketing, un produit innovant, il répond à 4 caractéristiques. Et d'ailleurs, on peut l'appliquer, je pense, à l'innovation sociale, l'innovation politique, etc. Il faut que ça soit un produit inédit, qui n'existait pas avant, qui est inédit. Deuxième chose, il faut qu'il soit adopté. Une innovation, quelque chose qui n'est pas adopté ne peut pas être innovation. C'est peut-être une invention, ça dort dans les tiroirs, ce n'est pas une innovation. Pour une entreprise, évidemment, il faut que ça génère de la valeur pour une entreprise. Et même pour un politique, il faut que ça génère une valeur politique quand on innove en politique. Quand on innove dans le domaine social, il faut que ça génère de la valeur sociale. Et la dernière caractéristique qui s'applique parfaitement à M-Pesa, c'est que derrière, on est imité par tout le monde. Et donc, il faut courir vers de nouvelles innovations pour ne pas se faire rattraper. Donc, 4 caractéristiques, le caractère inédit, le fait d'être adopté, la possibilité de créer de la valeur et le fait d'être imité qui est une conséquence des 3. L'innovation, cela nécessite un certain nombre d'ingrédients, un certain nombre de choses importantes. Cela nécessite de l'audace. Parce que quand on innove, on ne sait pas trop où on va. On fait quelque chose de nouveau. Et quand on fait quelque chose de nouveau, on n'est pas sûr d'y arriver. C'est même, ça va quelquefois plus loin que l'audace. Surtout quand on veut faire des innovations vraiment radicales, c'est de la croyance. C'est de la croyance. Parce que quand on veut faire quelque chose que personne n'a jamais fait et qu'on investit du temps, de l'argent, des ressources là-dessus, il faut y croire. Si on n'y croit pas, on ne peut pas le faire. Cela nécessite une audace ambitieuse et une ambition audacieuse. Innovation. Cela nécessite d'accepter les erreurs. Quand on innove, on échoue. Mais il faut être persévérant, il faut accepter de reprendre, de se tromper, etc. Il y a quelqu'un qui est un innovateur dans son domaine qui s'appelle Dyson. Je ne sais pas si vous avez entendu, il est très connu en Europe. Il fait des aspirateurs sans sac. C'est lui qui a créé les aspirateurs sans sac. En fait, pour arriver à son premier modèle qui fonctionne, je pense qu'il a testé 2157 prototypes. Il faut être vraiment persévérant pour y croire. 2157 prototypes pour arriver à un modèle qui marche. Très persévérant. Et accepter l'erreur, mais rebondir sur ses erreurs. Thomas Edison disait, parce que c'est lui qui a créé l'ampoule à filament, Thomas Edison disait, je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné. Et après, il est reparti. Il n'a pas échoué,
Il a trouvé des solutions qui ne fonctionnaient pas et il a essayé d'en trouver d'autres jusqu'à trouver le bon filament qui lui permette de faire son ampoule. Donc, accepter l'échec, accepter l'erreur et l'utiliser. La créativité, évidemment. Il faut que les idées sortent, il faut que les idées foisonnent. Mais la créativité, ça se fait généralement en commun. Pour produire des idées qui sortent de l'ordinaire, il y a des méthodes, il y a des façons de faire, et ça se fait en commun, et ça s'apprend. Tout le monde n'est pas créatif de naissance, mais tout le monde peut créer des choses créatives, des choses qui sortent de l'ordinaire. Tout le monde peut le faire, en utilisant les bonnes méthodes qui existent et qui sont des méthodes qu'on apprend maintenant beaucoup. Ce serait bien, d'ailleurs, je pense qu'on apprenne ces méthodes-là à l'école et à l'université. Les méthodes de créativité, pour créer des idées qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des sentiers battus. Parce que très clairement, innover, c'est vraiment, je pense que Serigne Mbaye Thiam l'a dit, c'est accepter de sortir de son confort, accepter de sortir des sentiers battus, accepter de sortir de ce qu'on appelle les autoroutes de la conformité. Et l'innovation, c'est l'ouverture, c'est le partage. Moi, j'ai l'habitude de dire que le savoir ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est un slogan, je pense, de quelqu'un qui vendait des piles, mais je pense que le savoir ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. L'information ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et Tidiane me disait l'autre jour, 1 moins 1 égale 2. Il m'a expliqué, quand on sait quelque chose et qu'on le dit à quelqu'un d'autre, c'est comme si on a perdu quelque chose. Mais en réalité, lui, il a appris et on détient encore son savoir, 1 moins 1 égale 2. C'est ça l'équation du savoir. Merci Tidiane. L'innovation. Là aussi, j'ai cherché des définitions. J'en ai trouvé une que j'ai beaucoup aimée, qui parlait d'un très grand innovateur, un livre qui a été écrit par un grand communicant américain qui s'appelle Carmine Gallo, dans Les secrets de l'innovation de Steve Jobs. L'innovation est une façon nouvelle de faire des choses qui entraînent un changement positif. Elle rend l'existence meilleure. Je pense qu'il y a cette idée-là de faire quelque chose de bien dans l'innovation. Rendre l'existence meilleure. Ceux qui innovent sont quelque part des humanistes, des visionnaires. Steve Jobs, parlant de lui, je pense qu'il avait une obsession qui est l'obsession de l'expérience client. Et c'est ça qui a insufflé dans son entreprise. Ce qui fait que les machines d'Apple que certains d'entre vous ont, une fois qu'on a commencé à les utiliser, on a du mal à en sortir. Parce que l'expérience qu'on en a est tellement agréable qu'on y reste. Et moi, je me suis forgé une définition à moi. Je cherche à créer mes définitions. Je cherche mes définitions. Non, c'est parce que pour que ça reste dans ma tête, il faut que j'ai ma propre définition, en fait. Pour moi, innover, c'est penser différemment. Et agir concrètement pour réaliser des choses qui améliorent la vie d'une clientèle, d'un groupe, d'une communauté. Penser différemment parce que si on reste sur les sentiers battus, on n'innovera pas. Si on suit les traces de ceux qui nous ont devancés pour faire la même chose, on n'innove pas. Time. Ok, je vais aller plus vite. Les choses concrètes, un innovateur, c'est pas un rêveur, c'est un homme d'action. Juste quelques exemples d'innovation. Les hommes ont commencé à innover depuis longtemps. Le feu, la création du feu, ça c'était une innovation de survie. Si les hommes n'avaient pas créé le feu, on ne serait pas là. L'autre, c'est un théâtre en Chine. Mais la Chine moderne, c'est vraiment une innovation. C'est quelque chose qui est parti de l'esprit de Deng Xiaoping, qui parlait de socialisme, je ne sais plus comment il a dit ça, enrichissez-vous, voilà, dans un régime communiste, quand on dit enrichissez-vous, on n'est plus dans le... Et c'est ça qui a créé la Chine moderne. Les montres, c'est Swatch, j'en parlerai peut-être plus tard. Important, les cafés, l'ordinateur, l'Internet,
L'environnement Apple, ce n'est pas les machines qui sont innovantes, c'est l'environnement qui est innovant. C'est le système dans lequel on nous enferme. Le téléphone mobile, évidemment. Campusen, monsieur le ministre, c'est une initiative très innovante, parce qu'elle est adoptée, elle marche. Une innovation ne se décrète pas, c'est quelque chose qui marche. Ça ne se décrète pas, ça se découvre. Et puis, Mandela, je ne peux pas ne pas le citer, et ce qu'il a fait en Afrique du Sud pour arriver à ce qu'il n'y ait pas de bain de sang, c'est une démarche très innovante. La réconciliation, prenez la réconciliation quand tout le monde, tous les Sud-Africains noirs voulaient tuer les Blancs, c'est une démarche extrêmement innovante. L'innovation et le numérique, ce qu'apporte le numérique à l'innovation, c'est la possibilité de simuler, de tester, de prototyper. Les outils numériques nous permettent rapidement d'essayer, d'échouer, de reprendre et d'aller plus vite dans nos tests, dans nos essais. Et puis l'ouverture et le partage. C'est l'utilisation de l'intelligence collective, l'utilisation du savoir collectif et la possibilité de mettre en réseau. Le numérique, pour moi, c'est un facilitateur et un accélérateur d'innovation. Je vais aller un peu plus vite. Moi, j'aime bien les indices qui sortent tous les ans et j'ai essayé de faire des comparaisons. Il y a un indice qui classe les pays par niveau ou par degré d'innovation. C'est le Global Innovation Index. Et puis il y a un indice qui classe les pays dans le domaine du numérique. Et tout ce qui est en jaune, c'est les pays qu'on trouve dans les deux cas. J'en conclus. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, parce que comme il y a des mathématiciens, je fais attention. Une corrélation, ça veut dire quelque chose de précis. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Peut-être. Mais comme c'est sur une année, il faut peut-être approfondir l'étude sur plusieurs années pour trouver les vraies corrélations. Mais c'est 70% des pays qui sont dans l'autre sont dans l'autre. C'est révélateur de quelque chose. Le numérique, l'innovation et le développement de l'Afrique. J'en viens pour conclure, parce que ça, c'est vraiment le sujet du débat. Pour moi, c'est un débat. Moi, c'est le début d'une réflexion sur ce sujet-là. Mais en quoi le numérique et l'innovation impactent le développement de l'Afrique? Moi, je vais vous résumer ma pensée pour ne pas rester trop longtemps là-dessus. Je vais vous la résumer et on reviendra peut-être dans les discussions. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le défi de l'Afrique, au fond, je le dis sous forme de boutade, mais le défi de l'Afrique, ce n'est pas de rattraper les autres. Ce n'est pas ça le défi. Le défi, c'est de les dépasser. C'est ça le défi. Et quand on court derrière quelqu'un, faites la course, vous êtes derrière quelqu'un. Vous courez derrière. Vous ne courez pas forcément plus vite que lui. Pour le dépasser, ce n'est pas simple. Il faut trouver des chemins de traverse. Il faut trouver des chemins, des raccourcis. Et ces raccourcis-là, c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est ça, c'est les raccourcis qu'on trouve pour dépasser l'autre dans une course. Pour résumer ma pensée sur l'innovation et le développement de l'Afrique. Donc, pour que l'Afrique se développe, pour que les conditions de vie de nos populations soient durablement améliorées, on ne peut pas suivre ce qu'on nous dit. Et on ne peut pas suivre surtout ceux qui se sont toujours trompés et qui semblent détenir le savoir. Il y en a qui se sont toujours trompés, qui 30 ans après acceptent qu'ils se sont trompés. Les plans d'ajustement structurel, c'est 30 ans après qu'on nous dit « oui, on s'est trompé ». Et nous, on a suivi. On a fait des plans d'ajustement structurel. Mais partout dans tous les pays africains, on parle de plans de réduction de la pauvreté, etc. Mais notre horizon, ce n'est pas réduire la pauvreté. Notre horizon, c'est nous développer. Et dépasser les autres, encore une fois. C'est ça le défi. Peut-être qu'on ne sera pas là quand on dépassera les autres. Mais c'est ça l'horizon. Juste encore les indices. Là, j'ai rajouté l'indice du développement humain. Et on voit que les mêmes pays se retrouvent plus ou moins. Alors, les mathématiciens, on va peut-être travailler là-dessus sur plusieurs années pour voir s'il y a des corrélations. Est-ce qu'il y a une corrélation? Je ne sais pas.
un autre schéma que je vais vous montrer dans le domaine de l'entreprise. Les entreprises qui cherchent à faire des innovations radicales ont des projections de croissance de 40% supérieures à celles qui sont timides dans le domaine de l'innovation. C'est peut-être valable pour les pays, je n'ai pas trouvé de données là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire, c'est une étude de Pricewaterhouse. Donc, pour le développement de l'Afrique, moi je pense qu'il faut qu'on trouve des voies originales. Mais je pense que ce qui est le plus important, pour finir, c'est la vision et le leadership. Au-delà de tout ce qu'on peut faire. Sans vision, sans leadership, on ne peut arriver à rien. Et moi, j'ai une définition du leadership, qui est un proverbe arabe, par lequel je vais terminer. Ce proverbe arabe dit la chose suivante. Une armée de lions dirigée par un mouton ne vaincra jamais une armée de moutons dirigée par un lion. Nous devons être des armées de lions dirigées par des lions. Je vous remercie de votre attention. Le numérique, l'innovation et le développement en Afrique, le thème a réuni les anciens enfants troupes du Sénégal. Il s'agit de la promotion 72 du Prytanée militaire de Saint-Louis, une occasion pour eux d'échanger sur la thématique d'actualité. Le thème est aussi une préoccupation du gouvernement du Sénégal, selon Serigne Mbaye Thiam et son homologue le professeur Mary Teuw Niane. C'est une belle initiative. Sahelinko Sissoko. Pour ces anciens pensionnaires du Prytanée militaire Charles Thioré, ce n'est point un rassemblement nostalgique, mais une rencontre d'échange sur les questions de l'heure. Pour en débattre, le numérique, l'innovation et le développement du continent sont à l'honneur. Ce thème est introduit par le conférencier Samba Sène pour poser la question fondamentale du développement. Comment aujourd'hui l'innovation et le numérique peuvent être au service du développement. Également, comment aujourd'hui saisir une opportunité du fait de la compétitivité que cela peut créer, du point de vue des possibilités également que cela offre et du potentiel que cela génère pour se positionner un peu comme un prestataire de services ou différents services qui permettent de répondre aux besoins de l'Afrique. Venu présider cette conférence, Serigne Mbaye Thiam s'est réjoui de l'initiative de la promotion 1972. Quoi de plus normal pour un ancien frère d'armes? Aussi a-t-il salué la pertinence du thème qui est en phase avec les préoccupations du gouvernement. Ce thème que vous avez est extrêmement important parce que on nous demande donc d'avoir des citoyens qui ont un ensemble de compétences qui leur donne la capacité de résoudre des problèmes de manière créative. Ça veut dire d'innover. De ne plus être dans le train-train de la façon dont les questions étaient résolues jusqu'à présent, parce qu'on est en face de questions de plus en plus complexes. La décision présidentielle numéro 2 possède un lien encore plus direct avec le thème de votre conférence, puisqu'elle invite, je cite, à mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et l'efficacité du système. Des exemples en matière d'innovation ont été cités. Notre pays présente de réelles potentialités. Pour les conférenciers, il suffit d'encourager les initiatives pour mieux en tirer profit.